parti, hein, je crois qu'on a déjà commencé, hein. C'est vrai, c'est vrai, on peut partir un peu partout, je pense, avec nos discussions. Ouais, mais je te laisse cadrer, parce que si tu me laisses freestyle, ça va partir dans tous les sens. Pas de souci, ça va être au feeling aussi, je fonctionne beaucoup comme ça. Yep, Mon but, c'est, nickel. enfin, on a vu que tu avais un grand engouement, surtout ce week-end, on a eu l'occasion quand même de se rencontrer, enfin d'échanger. J'ai pu te voir sur scène. J'ai vu à quel point tu aimes retourner l'esprit des agents, complètement chambouler tout ça, et que tu n'hésites pas à les secouer en fait. Et moi avec, hein. Et moi avec, parce que oui, je cherche à inspirer, à faire une différence dans la vie des gens. Euh, mais comme disait un de mes bons amis hier, par message, je crois que j'ai encore besoin de quelques jours pour vraiment réaliser ce qui s'est passé. Ce que je pouvais même pas imaginer, même dans mes rêves les plus fous, de pouvoir faire pleurer les gens dans une salle de conférence où que ça se termine standing ovation ou faire des câlins à 300 personnes. J'aurais même pas pu imaginer ça. Tu peux pas mettre ça dans un plan, c'est pas possible. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on va en parler un petit peu de tout ça, si tu veux d'abord te présenter, parce qu'il y en a énormément qui te connaissent, c'est une idole pour, enfin, en tout cas chez les KW, pour beaucoup de personnes. Pour d'autres personnes qui se demandent ben, qui c'est ce Yann, qui c'est ce Yann Raoult, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? On va faire, c'est de faire longue histoire courte parce que donc ça fait quand même déjà 23 ans enfin bientôt 23 ans que je suis agent. J'ai commencé à 21 ans, je sortais de l'école, je me suis lancé corps et âme dans ce métier avec prospection. Disons que c'est ça. J'étais un obsédé de la prospection. J'ai pris énormément de parts de marché sur les secteurs où j'étais. J'ai rentré beaucoup de mandats, j'ai fait beaucoup de ventes, on a fait beaucoup d'argent. Enfin, surtout mon patron parce qu'à l'époque j'étais salarié, En donc France? en France, Ok. ouais, pendant 10 ans. J'ai monté 3 agences pour lui puis pour un autre, mais pour faire l'histoire courte, je vais aller à l'essentiel. J'ai monté 3 agences, participé à la création de 3 agences, manager d'autres collaborateurs les 4 dernières années de ma carrière en France. Et en 2006, j'avais déjà quand même ce truc qui tournait dans ma tête, certainement à la trentaine, les dizaines qui donnent envie de faire comme des tournants dans nos vies. Okay. Ça a été, est-ce que je vais manager plus gros? Est-ce que je monte mon agence? Est-ce que je deviens marchand de biens ou carrément autre chose? Et j'ai pris une autre décision. En fait, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, et cette raison-là, c'était les plus beaux yeux du monde. J'ai rejoint ma copine qui était au Canada déjà depuis 1 an et demi. On se connaissait déjà depuis longtemps. J'avais vendu la maison de ses parents. En 1999. Et puis j'aime toujours cette petite joke. Je disais à mon beau-père, j'ai vendu ta maison, je t'ai pris 10 000 et je suis resté dormir. Donc Canada, j'arrive avec 2 3 sacs, une grosse volonté, et puis je recommence comme agent immobilier, comme j'avais toujours appris à le faire. Appelle des gens, fait du porte-à-porte, fait des ventes, recommence. Et la prospection au Canada, quand il fait beau, c'est cool, mais nos hivers durent 6 mois, et quand il fait -20, -30, que même si tu es super motivé, ton niveau d'enthousiasme descend vite, au même rythme que la température, et il fait tellement froid que c'est pas supportable d'être dehors. Donc la, la, la protection allait de moins en moins, et puis les résultats ils n'étaient pas forcément au rendez-vous que je souhaitais. Et en 2015, j'avais acheté un programme de coaching où l'idée en gros c'était tu vas faire de l'argent mais sans faire d'appel à froid, sans faire de porte à porte, etc. Okay. Je suis toujours personne qui part du principe que quand quelque chose se passe pas bien, c'est de ma faute. Donc je préfère partir du principe de dire que c'est de ma faute. Il y a des choses que j'ai pas faites correctement, plutôt que de dire que ce programme ne fonctionne pas. Mais la vérité est qu'en tout cas, c'est si tu fais pas de lead gen, ça marche pas, parce que moi en 8 mois, je me suis retrouvé au bord de la faillite en 2016. 2016, je lis le livre rouge de Gary Keller, le MRIA, l'agent immobilier millionnaire, le Millionaire Real Estate Agent.
Donc avec un bon accent français. C'est très bien. Et, et à ce moment-là, moi, il me reste surtout des dettes d'entreprise, plus d'argent et puis le mental de quelqu'un qui vient de se prendre un mur. Hein. C'était dur. Et j'ai simplement, en ce moment-là, pris un truc dans le livre. Hein, et si on travaillait avec les gens qu'on a déjà dans notre base de données et que simplement on prend soin d'eux, de rester en contact avec eux. Je leur envoyais des cartes de Noël, hein, vraiment avec tout mon cœur. Et puis, j'ai continué à les suivre. Et l'année 2017 se passé quelque chose. Les affaires venaient à moi. J'étais plus trop dans le porte-à-porte, mais j'étais vraiment plus expresso, une petite bouffe, tiens salut comment ça va, joyeux anniversaire, vraiment dans du relationnel, pur. Et un flot de clients arrivait au fur et à mesure, puis que des gens cool parce que c'était les amis des amis. Okay. Et puis le 30% de croissance sur l'année en cours, 30% l'année suivante, sur 3 ans c'est plus 120% de chiffre d'affaires. Et surtout un vrai contrôle des dépenses. Je sais exactement à la virgule près combien je dépense, chose que j'avais pas faite en 2015-2016 qui m'a planté. Que je suis passé de, en fait, de passer de chenille à papillon. C'était de quitter mon costume d'agent pour enfiler un costume de chef d'entreprise qui fait rouler une business spécialisée dans l'immobilier. Et à partir de là, tout a changé. Et puis aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Je forme des gens, je fais en sorte d'inspirer des gens, d'inspirer mes clients, de faire des ventes. Parce que comme de la même façon que les personnes que j'essaie d'inspirer, les agents, moi mon boulot c'est le même. Je fais mes appels, je parle à des gens, je prends des rendez-vous, je négocie des contrats. Les acheteurs, bon, je m'en occupe plus, c'est quelqu'un qui le fait pour moi dans l'équipe. Okay, donc on est passé de solo à équipe. Ouais, je suis passé de l'homme orchestre à chef d'orchestre. Okay. Je me suis entouré de personnes. J'ai délégué les tâches administratives, marketing, les photos et les acheteurs, qui me permet de me concentrer sur le levier maximum, qui est de prendre des mandats et de les vendre, de bien les marketer. Et de les vendre. Mais comme c'est écrit dans le livre rouge, de toute façon, moi, j'ai rien inventé. Tout a bien été à partir du moment où j'ai arrêté de faire du Yann Raoul et que j'ai fait ce qui était dans le livre. Okay. Et puis, c'est lead, listing, leverage. Donc, fais ton lead gen, fais ta pros, appel du monde, prends des listings et délègue, leverage, délègue un maximum de choses au travers des hommes et au travers des systèmes. Donc, je suis le plan et puis, au fur et à mesure, je monte les marches les unes après les autres. D'un escalier dont j'ignore encore la taille. Ok, excellent. Là, tu as mentionné 2 choses qui m'intriguent, moi. La première, c'est que, en effet, tu es passé de cet agent IMO traditionnel qui est un peu plus distant, on va dire, à un espèce de guide, on va dire aussi en même temps. Un guide, un chef d'entreprise. Oui. Il y a eu complètement une transition. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que je pense que souvent, on a une mauvaise image de ce que c'est qu'un agent immobilier, quel est le rôle réellement d'un agent immobilier. Et je sais que toi, tu as fait cette transition, en fait. En commençant par le rôle, c'est d'accompagner des personnes vraiment dans des projets de vie. Parce que c'est pas une histoire de vendre ou d'acheter, parce que personne n'aime la période de vendre. Tu sais, tu fais rentrer des inconnus chez toi, ils vont voir ton intimité, etc. Ça fait triper personne. Mais par contre, c'est le après. Tu sais, donc en fait, on les accompagne dans une phase de transition qui est stressante et qui est pleine de risques, pleine de peur, pleine de risques. Donc nous, on est là pour lisser les risques, rassurer. Et de faire passer, de transformer toutes leurs émotions à simplement, ok, toi client, t'as ça comme option, ça ou ça. Tu sais, de ramener les choses vraiment groundées, terre à terre, pour simplifier les choses. Plutôt que plein d'émotions dans leur tête, t'as A, B ou C. Tu prends quoi? Où il peut se passer ça. Donc, sois pas surpris s'il se passe A, B ou C. Et puis du côté, par exemple, acheteur ou vendeur, finalement, même si les options sont différentes, on revient sur le même débat. Accompagnement dans un élément majeur de leur vie. Sur
Ce qui a changé, tu parlais de la distance à reconnecter. 2015-2016, en fait, moi, je m'étais vraiment caché derrière mon ordinateur. Facebook, Google AdWords, mon tableau Excel de suivi. J'ai fait l'immense erreur de déléguer la lead gen, de penser que mes collaborateurs feraient les appels. Ça s'est pas produit. Donc tu dépenses des fortunes pour faire entrer des contacts et qu'il y a personne qui les rappelle, bah, on va faire avec quelqu'un d'autre, mais pas avec toi. Et la transition, quand je me suis pris le mur en 2016, ça a été que comme j'avais plus d'argent pour payer tous ces trucs-là qui coûtent une fortune, tu sais, les AdWords, du référencement naturel, enfin toute une stratégie marketing complexe, je suis revenu à l'essentiel de finalement ce que j'avais connu dans les années 90, à savoir que tu as un paquet de cartes de visite et une bonne paire de chaussures et puis tu as envie, mais il y avait zéro technologie. Internet n'existait pas, ou presque. Les landing pages, on allait apprendre ça quelques temps plus tard. Tu sais, vraiment, tu reviens au basique du basique. Et donc, en fait, c'est les gens. Prends soin des gens, reste en contact avec des gens et que ils deviennent tes clients, puis tes ambassadeurs. Et aujourd'hui, c'est ce que c'est que j'ai une vraie belle gang d'ambassadeurs. Ils sont vraiment excellents. Je prends soin d'eux, ils me le rendent 1000 fois. Alors là, ça m'intrigue parce que tu nous as parlé au début du porte-à-porte, d'accord? Du fait que tu es allé dans le voisinage, Oui. tu t'es rendu compte que c'était pas possible, donc méthode très. On revient au traditionnel. Après, tu es Oui, passé. old school, but good school. Parce que avant de pouvoir aujourd'hui avoir, je dirais, cette business qui vient à moi, j'en ai fait comme pendant des années et des années du porte-à-porte, même s'il faisait froid. Alors, parce que là, du coup, tu as commencé très, très old school, très traditionnel. Après, tu es passé à l'extrême. On est passé sur digital, derrière ton ordi, en train de déléguer plein de choses aussi. Et après, tu es retourné. Oui. En fait, tu as trouvé un équilibre entre les deux. Tu as vu que, OK, il y avait ce côté digital, mais que le côté humain ne pouvait pas être remplacé. Exactement. Et dans tout ça, je te dirais le suivi. C'était plus du porte-à-porte, juste one shot. C'était toc, 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 bonjour, vous voulez vendre? Non, ok, merci, au revoir, à jamais. Mais que même si je faisais toc toc toc, que ce soit une porte ou une landing page ou peu importe, ce qui a fait la différence, c'est que j'ai initié des conversations avec les gens. J'utilise pas le mot de prospection, c'est des conversations. C'est parce que j'aime pas prospecter, mais j'aime bien avoir des conversations. Donc en tout cas moi pour mon cerveau, c'est mieux comme ça, parce que la prospection je le fais pas, mais les conversations je le fais tout le temps. Et de tenir les choses dans la durée. Et comme je l'ai expliqué dans le keynote ce week-end, il y avait une slide, c'est l'expérience client commence à la première conversation et ne se termine jamais. Donc c'est sur la vie entière. Parce qu'il y a beaucoup d'agents, et puis moi le premier, on surestime ce qu'on est capable de faire dans une année, et on sous-estime ce qu'on est capable de faire dans une carrière. Okay. On se dit, tiens, je sais pas, quelqu'un qui vient de démarrer dans l'immobilier, il se dit, bah tiens, je vais faire 500 000 ou 1 million dans ma première année. Bon, j'y souhaite bon courage. Mais il n'imagine pas tout ce qu'il est capable de monter comme empire sur une durée de vie. Ok, est-ce que ça vient d'un problème de voir court terme, long terme ou pas? On voit beaucoup de choses, à court terme. Il n'y a pas de vision. Pourquoi on se lève le matin, le pourquoi, c'est l'essence même des choses. Pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Parce que le business, ça sert juste à payer ce qu'on détermine être notre vie parfaite. Même si on peut s'épanouir dans le travail. Mais moi, je me définis pas par rapport à mon travail. Je me définis par rapport à ce que je suis, ce que je vis avec mes proches, ma femme, mes enfants, mes activités, mes loisirs, mes hobbies, tout ça. Mon travail ne me définit pas, me définit plus. Pendant longtemps, ça a été le cas, mais aujourd'hui, non, c'est plus ça. Est-ce que du coup, tu vois une différence? Parce que souvent, on dit, ouais, mais j'ai ce masque d'agent immobilier et j'ai ce masque de moi, papa, chef père de certains enfants. Est-ce qu'au final, tu arrives à combiner les deux ou est-ce qu'il faut avoir ces deux casquettes différentes? Non, j'ai fait tomber les masques. Donc mes clients ont ce que je suis et ma famille a vraiment ce que je suis. Et mes amis, pareil.
Ouais, pendant longtemps, il y avait ce que je disais, tiens, on rentre en scène, on met le costume d'agent, et puis on envoie le show. Et donc finalement, c'est pas Yann qu'ils avaient, c'était acteur, on va dire. Et, euh, et que finalement, c'est beaucoup plus facile d'être juste soi-même, authentique. Et puis les gens achètent ça. Les gens adhèrent à ça. Donc en étant soi-même, on va attirer un certain type de personnes. Tu sais, le qui se ressemble s'assemble. Ouais. Et que finalement, ça va être beaucoup plus simple sur les connexions entre les gens parce qu'on va se retrouver sur des valeurs communes. Alors que si tu joues un rôle, tu vas attirer des personnes qui ne te ressemblent pas, et puis à un moment donné, qu'on le veuille ou non, le masque va tomber, de toutes les façons. Que ça soit tôt ou tard. Et que la relation ne sonnera pas juste, ni pour toi, ni pour la personne qui est en face. Et donc, bah, finalement, après, t'es pas avec les bonnes personnes. Et puis après, ça, c'est valable dans le business, mais c'est valable dans tout. C'est comme si tu commences une relation amoureuse avec quelqu'un et tu montres uniquement ce que la personne en face, elle a juste envie de voir. Bah, rapidement, elle va se rendre compte que t'as juste joué un rôle et puis bah, la relation va vite s'arrêter parce qu'il y a un effet déceptif. Ouais. C'est pareil. J'aime beaucoup parce que là, du coup, il y a trois choses que j'ai notées dans la transition qu'il y a eu. Première chose, on a dit faire tomber les masques. Donc, il n'y a pas une différence, il n'y a pas des rôles à jouer, le rôle d'agent immobilier, puis le rôle de père de famille ou d'ami ou quoi que ce soit. C'est Yann Raoul, une seule et même personne. Deuxième, Moi, juste Yann. Comment? Juste Yann. Juste Yann, juste Yann. Que je suis avec les côtés cool et les côtés moins cool. Voilà, simplement. Ben c'est ça ce que les gens Donc ça, veulent. c'était le premier. C'est ça ce que les gens veulent au final. Ouais, il y en a d'autres qui arrivent, mais au final, ce que les gens veulent, ils veulent échanger. Bah, ça en fait partie des deux autres. C'est le second, c'est que tu peux établir des conversations avec les gens. C'est ça qui fait vraiment la différence dans ce métier. C'est pas juste aller prospecter et essayer de vendre, mais c'est vraiment d'essayer d'avoir un échange avec les gens. Et en second, c'est bâtir des liens. Comment? C'est avoir des échanges, mais surtout bâtir des relations, vraiment, des vrais. Bâtir des relations qui au final sont aussi à long terme. Tu disais, j'ai pas de vieux prospects, j'ai que des prospects à vie. Et c'est exactement ça. C'est des gens avec qui tu établis des contacts, tu établis des liens et au final, que tu suis tout au long de ta vie. Voilà, et puis il y en a avec qui ça marche et puis il y en a d'autres qui ne marchent pas. C'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Il y a des personnes avec qui ça va bien cliquer et puis il y en a d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Et puis c'est correct. Exact. Ok, faire tomber les masques, conversation. Et le second, au final, et le troisième, au final, c'est attirer les prospects. Attirer les prospects à soi, c'est plus toi qui vas chasser les gens, mais c'est vraiment les prospects. Au final, tu attires des prospects avec lesquels tu as soit des caractéristiques communes, soit des gens qui ont vraiment envie de travailler avec toi parce que c'est Yann. Oui, et puis je te dirais, c'est ni aller vers, ni attirer, mais c'est qu'à un moment donné, il y a nos chemins qui se croisent parce qu'il y a une personne qui nous a interconnectés. Et donc, enfin, tel que je le vis aujourd'hui, hein, j'ai pas élaboré un truc scientifique sur le pourquoi du comment, mais que il y a régulièrement il y a des messages qui rentrent. Hein, tiens, Yann appelle telle personne, elle veut vendre. Tiens, Yann appelle cette personne, elle veut acheter. Ou une personne qui m'appelle, tiens, je vous appelle de la part d'un tel qui m'a dit qu'il fallait travailler avec vous pour tel projet parce que visiblement vous êtes à votre affaire. C'est des choses comme ça. Mais tout le reste du temps, moi je passe c'est en permanence. C'est tous les matins, je suis au téléphone avec ma communauté pour prendre de leurs nouvelles. Tiens, salut, comment ça va? Comment je peux t'aider? Ou tiens, je suis en train de faire le plan d'affaires du prochain trimestre, qui tu connais qui va te prendre? Ou tiens, salut, joyeux anniversaire, ou bonne fête des pères, tiens, au fait, félicitations pour la naissance de ton gamin. C'est que là-dessus. Et puis d'ailleurs, l'essentiel des conversations, je leur demande pas de business. Je dirais, c'est une fois sur 4 que verbalement je vais le dire, mais il y a des petites cartes que je leur écris aussi où il y a marqué si vos amis pensent vendre ou investir, dites-leur de m'appeler, je prendrai soin d'eux. Exact. Ça, je trouve ça franchement génial. Du coup, tu parles de communauté, là on a parlé aussi de communauté, tu as la communauté, les gens qui sont physiquement avec qui tu échanges, tu envoies des cartes, tu tisses des liens, tu bois des cafés avec eux, tout ça. Maintenant, si on parle aussi de communauté, tu utilises beaucoup le digital, communauté en ligne aussi, il y a quand même un réseau que tu as créé, que tu as tissé. Comment tu maintiens et comment tu établis cette conversation avec les gens à travers les réseaux? En fait, c'est assez simple.
C'est que dès qu'une, alors il y a déjà toutes les personnes qui étaient déjà par exemple dans mon Facebook, et il y a toutes les personnes qui sont dans ma base de données et que je vais aller repérer dans Facebook. Parce que quand tu saisis quelqu'un dans ta base de données, donc ça peut arriver directement dans ton téléphone, et à partir du moment où Facebook a détecté ou l'adresse mail ou le téléphone, il va rapidement, bizarrement, te suggérer, tiens, il y a tel ami qui ressemble à ça. Et puis ben, je les ajoute. Et les personnes avec qui il y a une interaction, je dirais, plus naturelle, je les ajoute après dans mes favoris. Et ça fait que c'est tout le temps avec eux que je vois dans mon fil d'actualité. Donc en fait, bah, je communique avec eux. Si jamais tu viens, tu m'ajoutes comme ami et que tu viens jamais me parler, bon bah il y a des chances comme c'est au trimestre, il y a un gros nettoyage qui va se faire, tu vas plus être là. Parce que ça t'intéresse pas et puis peut-être que moi non plus ça m'intéresse pas. Tu vois, en tout cas le lien c'est pas créé. Donc c'est pas une histoire de mauvaise personne ou de bonne personne, c'est que il y a pas eu cette connexion qui s'est faite. Comment ça se passe? C'est des gens que, donc là, tu m'as dit, c'est des gens que tu connaissais avant et que tu as établi un lien physiquement d'abord. Dans la durée. Oui. Ouais, mais que tu as pu rencontrer d'une manière ou d'une autre. Les gens qui oui. ne te connaissent pas encore, c'est des gens qui t'approchent à travers les réseaux. Et comment est-ce que tu arrives là à établir une conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas, justement? C'est toi qui fais la démarche. Comment ça se passe? Alors là, je suis extrêmement chanceux. C'est que dans ma tribu d'ambassadeurs, sont sur les thématiques de groupe privés qui m'intéressent. 90% de mes clients sont des Français qui sont arrivés à Montréal moins récemment, ou qui sont en cours de processus d'immigration. Et donc, il y a les groupes de Français à Montréal, les groupes des Français qui ont immigré à Montréal, les groupes de ceux qui veulent faire attention à la nature, les groupes de ceux qui aiment les voitures électriques, les groupes de ceux qui aiment les jeux vidéo, parce que beaucoup de personnes dans mon entourage sont dans le domaine des technologies. Donc, en fait, par rapport au domaine, au centre d'intérêt, ces personnes-là sont sur ces groupes-là et j'y suis également. Le groupe des propriétaires de tel truc dans tel quartier. Et puis, bah, très régulièrement, toutes les personnes dont je prends soin me taguent. Tu sais, il y en a plein qui demandent des recommandations. Tiens, je cherche un agent immobilier ou je cherche tel truc. Et puis, tu fais, bah, tiens, Yann, contacte cette personne, ou tiens, bah, je te suggère de contacter Yann. Et puis, tout de suite là dans les commentaires, je fais bah je vous envoie un message privé et puis je leur envoie un message privé. Parce que si on leur envoie juste un message privé, on arrive dans les spams. Ils le savent pas, sauf peut-être des jours ou des mois plus tard. Mais simplement tiens, je vous envoie un message privé, allez voir. Et puis après je crée le lien. Et puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Et puis le tout que si on en a suffisamment et puis qu'on le fait avec une certaine je dirais discipline et enthousiasme, que les choses après se fassent ou se fassent pas, finalement c'est pas si important que ça. Donc c'est clair que j'ai pas qu'un seul client par mois, j'ai pas qu'un seul lead par mois, j'en ai beaucoup. Et puis ça offre l'opportunité, je dirais aussi, de dire non. Et ça pour moi c'est super important. Je l'avais fait pendant la conférence devant 300 personnes, j'ai fait dire non à 300 personnes. C'est que les gens, les acheteurs, les vendeurs, enfin n'importe quel consommateur dans le domaine a le privilège de choisir d'aller travailler avec tel prestataire ou de ne pas d'aller travailler avec tel prestataire. Et je pars du principe que nous devons, ou nous aussi, agents, nous offrir ce luxe de choisir de travailler avec telle personne ou de ne pas travailler avec cette personne. Que simplement, on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde et que dans n'importe quel domaine de la vie, si notre petite voix intérieure nous dit non, je le sens pas. Généralement, la petite voix elle a raison, mais que si on n'a pas fait assez de conversations, de prospection dans sa semaine ou dans son mois et qu'on n'a qu'un seul rendez-vous, même celui qu'on fait, il va nous casser les pieds, on le prend pareil et on se rend compte finalement qu'il va vraiment nous casser les pieds. Et puis lui aussi va pas vivre une expérience sympa parce que ça va pas être cool. Et donc ouais, t'offrir ce luxe de choisir, ce luxe de dire non. Ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que là, du coup, tu fais partie de plein de groupes différents. Oui. Et souvent, on a tendance à penser, ok, je suis agent immobilier, donc forcément, je vais aller dans des groupes d'immobilier et je vais leur vendre le fait que je suis agent immo. Alors qu'au final, toi, tu as fait complètement l'opposé, c'est ok, je vais voir des groupes avec différents intérêts qui n'ont rien à voir avec l'immo,
mais des Rien à voir. communautés auxquelles j'appartiens. Et au final, tu vas pas essayer de te vendre et envoyer des messages en disant je suis agent IMO, travaille avec moi, mais ça va se faire naturellement parce que vous partagez certains centres d'intérêt communs justement en dehors Oui. de l'immobilier. Ouais, c'est clair. Et puis de toute façon, moi, je suis dans ces groupes-là. Et puis quand il y en a un qui est là juste en train de vendre sa salade, son produit ou machin, bah, je trouve ça insupportable. C'est comme la troisième slide de ta conférence où c'est Times Square, où t'as 100 000 pages Facebook, donc 100 000 personnes qui sont là en train de vendre leurs produits, leurs services, combien je chiotte. Et puis il y a une espèce de brouhaha où finalement on voit rien, on n'accroche plus à rien parce que on est juste sur du transactionnel. Ils cherchent du client pour chercher du client et que moi je suis là pour bâtir des relations et puis il y en a qui deviendront mes clients et puis d'autres pas. Euh, et bien sûr je veux des clients, mais si tu ne deviens pas mon client c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de dormir parce que je fais ce qu'il faut pour avoir suffisamment de clients pour faire rouler mon entreprise. Top, top. Mais ouais, c'est ça d'être un être humain. C'est celui qu'on est, that's it. Faut pas chercher à prendre la place d'un autre. Juste toi-même. Juste reste toi-même. Ok, du coup, là, dans les méthodes que tu utilises, on a vu que tu appartenais à différents groupes sur les réseaux. Oui. Après, j'ai vu que tu publies aussi pas mal de contenu. En général, tu aimes bien faire des vidéos aussi. De temps à autre, tu parles de certaines choses. Mm-hmm. Quels sont les... Je suis pas assez régulier là-dessus, mais j'y travaille. ça va être important, mais au moins, tu en lances quand même. Il y en a quand même pas mal qui circulent. Oui. Quelles sont justement ces différentes méthodes qui te permettent, toi, d'établir cette conversation? De rester top of mind au final dans l'esprit des gens et de ne pas faire du bruit comme ces autres agents qui mettent juste des annonces des biens immo tout le temps ou en train de faire la promotion de leur groupe immobilier. Ouais, bah déjà je suis pas là à publier 10 fois par jour. C'est globalement, je dirais 3 fois par semaine. Non, en tout cas de ce que les gens peuvent voir sur mon profil perso. Alors, avant d'approfondir la réponse, il y a 2 éléments à distinguer. C'est que quand on est vraiment proche, on communique ensemble sur mon profil, et que si on se parle pas, tu vas rester sur la page. Okay. Donc plus on devient one-on-one, plus on devient intime, plus tu viens au centre de la cible, plus tu viens sur le profil. Et puis au fur et à mesure, il y a du nettoyage, hein, parce que en tout, entre la page et puis le profil perso, c'est 10 000 personnes. Et c'est d'égal à égal. Donc je suis intime avec 5 000 personnes. Hein. On peut être bien avec 150, 200 personnes maximum. Donc sur la façon de communiquer avec eux, au-delà, je dirais, comment dirais-je, d'une ligne éditoriale, des événements mensuels ou de telle propriété qui vient d'arriver. Encore, je communique à peine sur mes propriétés parce que c'est pas un portail. Page Facebook, c'est pas un portail d'annonces immobilières où si tu as juste tes propriétés à sortir ou à dire combien de millions t'as fait, t'es juste là en train d'écurer les gens parce que les gens ne se rendent pas compte c'est du chiffre d'affaires, c'est pas des salaires déjà d'une, et que les chiffres pour beaucoup de personnes peuvent aussi paraître indécents. Quand on parle en centaines de milliers ou en millions, et puis même certains de mes copains en milliards en volume, les gens ça fait pas qu'est-ce que ça peut faire qu'un tel ou un tel est plus intéressante qu'une autre parce qu'elle fait des milliards ou des millions. C'est pas ça qui détermine, c'est pas ça qui fait une personne. Okay. C'est pas son portefeuille, c'est ce qu'elle est. Donc ligne éditoriale, moi c'est assez simple. Hein, je publie des choses, faut que ce soit ou beau, ou inspirant, ou successful, que ça respire le succès. C'est les 3 seuls, je dirais, que je publie. Et l'essentiel du reste se fait dans les commentaires des autres, en fait. Je vais commenter, interagir, Messenger beaucoup. Okay. C'est vraiment comme ça que j'utilise tout ça. Et la vidéo avec Messenger, enfin la conversation live. Je suis là, moi quand je tape sur un ordinateur, bon, il y a 2 doigts, 3 doigts, enfin 4 doigts quand c'est les années bissextiles, mais je tape pas vite, donc c'est trop long. Alors que si j'ai un truc à dire, vaut mieux, je préfère laisser un message ou discuter, avoir une discussion avec la personne. D'accord.
D'accord, donc Voilà. vraiment Mais vraiment, enlever. ça va là-dedans. Ok. Donc même si tu utilises les outils comme les outils Messenger, là, les petits robots, tu cherches quand même toujours à avoir une manière de personnaliser cette conversation. J'utilise pas N'utilise les pas? robots. Ok, donc c'est toi directement qui écris à Oui, travers Messenger et qui contacte les gens directement. oui, Excellent. oui, oui. Parce que les robots, je sais pas comment ça fonctionne. Non, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Ok. Tu veux nous parler un peu de comment tu gères ton suivi du coup quand il y a des prospections générées ou que tu as des contacts comme ça que tu as? Ouais, ouais, ouais. Ouais, comment tu fais ton suivi? Bah, c'est tout simple. Faut ouvrir le MRIL, le livre rouge de Gary Keller, parce que c'est ça que je fais. Donc, on a soit des leads, les leads, ça vient à nous, donc les landing pages, ou des références, hein, des recommandations, ou des prospects, donc des gens qu'on a été chercher. Ces personnes-là, on connecte avec eux. Tant qu'on leur a pas parlé, c'est du marketing. C'est je communique vers toi. Et donc là, c'est capturé. Et puis, quand on a commencé à discuter ensemble, là, c'est connecté. Donc, il y a des questions et des réponses. Il y a une vraie conversation. À partir de ce moment-là où on s'est parlé, soit on transforme tout de suite en rendez-vous parce que la personne est prête, c'est le bon timing pour aller de l'avant. Et puis on se prend un rendez-vous et puis on voit si on veut faire affaire ensemble ou pas. Ou alors la personne, c'est pas le bon timing. Par exemple, je sais pas moi, je veux acheter dans 2 ans. On va pas se rencontrer maintenant. Enfin, moi, je veux bien, on va se prendre un café, ça va me faire plaisir. Mais d'un point de vue business, c'est pas là maintenant, concrètement, que les accords commerciaux vont se mettre en place. Donc Il y a est-ce des qu'on les liens qui vont se créer, abandonne? mais pas les... Est-ce qu'on les Comment? abandonne? Est-ce qu'on les abandonne alors? Du coup, c'est pour ça qu'on les laisse de côté, on les Surtout recontacte 2 ans pas. après ou pas? Surtout pas. Surtout pas. Quelle que soit la source du lead ou du prospect, on les fait rentrer dans une séquence, dans un premier temps, de 8 points de contact dans un délai de 8 semaines, qui leur permet de s'assurer qu'on est bien dans l'immobilier. Enfin, tout simplement, là, dans cet intervalle de 8 semaines, je peux t'assurer, la personne, elle sait très bien que je suis pas là en train de vendre des gaufres ou des vélos, même si j'adore les gaufres et puis que j'adore les vélos. Mais c'est sûr qu'elle sait que je suis dans l'immobilier, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ok. Et puis quelque chose, c'est soft, hein. Message texte, SMS, enfin message texte, des infolettres, des coups de téléphone. Tiens, on va se prendre un café. Mais il y a toujours ce même process et qui va expliquer finalement la valeur ajoutée, les grandes lignes de la valeur ajoutée de travailler avec moi. Et à la suite de ça, parce que ça c'est la période, ce que j'appelle saturation, on les fait rentrer dans 33, dans le bouquin c'est 33, je suis pas encore à 33, mais je dirais au moins un bon 25 points de contact dans les 12 mois qui suivent, de différentes façons, soit des infolettres, soit des invitations à des visites libres, des événements, il y a quoi d'autre, s'ils ont déjà été clients et qu'on envoyé de la business, ils ont aussi des cadeaux tous les 3 mois. Ça c'est juste un truc de dingue. Et bon, c'est cool. Les cadeaux là, moi mes clients m'appellent le Père Noël. C'est autant dire que quand je les appelle pour leur dire tiens faut que je passe chez toi, ils savent très bien qu'il y a quelque chose et puis je suis accueilli vraiment à bras ouverts. Donc ça c'est vraiment génial. Et ouais, les anniversaires, enfin le meilleur plan d'action franchement, si on doit ramener ça il y a quelqu'un qui écoute et qui vient juste de démarrer et puis qui a pas forcément de budget énorme dans des là-dedans, c'est simplement de les appeler 4 fois par an. Janvier, enfin à chaque saison, chaque début de saison. C'est un bon point de contact, plus les anniversaires, et puis tu rajoutes Noël avec une carte d'anniversaire ou une carte de Noël. Puis rien qu'avec ça, t'as le roi du pétrole. Excellent. Donc là, Parce que tu viens de faire quelque chose que 90% ne font pas, hein, le suivi, ouais. même 95. Et c'est pour ça que je voulais vraiment amplifier là-dessus parce qu'au final, que ce soit court terme ou que ce soit long terme, il y a toujours le suivi est extrêmement important. Et là, tu nous as parlé, il y a du call, donc il faut les appeler, les prospects. Oui, Il peut y avoir SMS, il peut y avoir à travers Messenger, oui, là tu relances les gens, oui, à travers l'email aussi. Donc là, il y a vraiment plein de oui, méthodes différentes de prospection. Il n'y a pas de suivi, il n'y en a pas une seule à explorer. Je pense qu'il y en a plusieurs, elles sont complémentaires les unes des autres et elles doivent être toutes utilisées oui, d'une manière ou d'une autre. Et tout à fait. est-ce que tu as un... Et, Ouais. et l'aspect des cartes, tu sais, pose-toi simplement la question là, c'est quand la dernière fois que tu as reçu une carte postale chez toi? Est-ce que tu t'en souviens? Non? Ça fait un moment.
Mais la dernière fois que t'en as reçu une, est-ce que tu te souviens que ça t'avait fait plaisir? Ah bah forcément, ça fait plaisir. Là, j'attends celle de la Saint-Valentin de Yann qui va arriver dans ma boîte aux lettres. Eh bon, bah, c'est parfait. En off, tu me diras à quelle adresse je le fais parvenir. Euh, et le truc, c'est d'arriver à toucher les gens, les gens au cœur. Et puis, tu sais, on parle toujours, tu sais, la petite Madeleine de Proust, c'est quelque chose qui nous ramène à notre enfance. Bon, maintenant, les adultes, les adultes d'aujourd'hui, ils recevaient déjà pas de carte postale. Mais moi, je suis né au milieu des années 70. Donc les méthodes très old school, où si on voulait s'écrire, c'était pas un mail, c'était pas, on s'écrivait une lettre. Ça mettait 2 jours pour arriver, on répondait, t'avais la réponse 4 jours ou 5 jours plus tard. Mais de recevoir une carte, c'est quelque chose qui est assez fabuleux, quoi. Et un exemple tout bête que je vois moi dans mon quotidien, c'est ma maman qui envoie des cartes postales à chaque fois elle est en voyage, et puis elle est à la retraite, donc elle est tout le temps en voyage, et puis elle envoie des cartes postales à mes enfants. Il y en a une pour mon garçon et puis une pour ma fille. Et mais à chaque fois ils sont super excités d'aller à la boîte aux lettres, hein, pour aller chercher la carte de papier mamie. Et puis ça les touche. Et puis on n'est pas différent, même au fond de nous-mêmes. Il faut bien qu'il y ait un enfant qui soit ce jour-là. Donc bah ça vient nous chercher. Et puis ça, c'est pas un truc qu'on va mettre à la corbeille dans le mail, dans la corbeille, enfin la poubelle des mails, ou qu'on va rajouter dans un favori, peu importe, ça reste. Il y a un truc. Il y a de grandes chances que ça se termine sur le côté du frigidaire. Comment, ok, donc là, parce que bon, on arrive à un côté très très émotionnel, au final, tu rentres quand même, là, tu rentres dans la vie des gens, tu laisses un petit mot, tu Sûr. partages, tu donnes des cadeaux aux prospects aussi. Mm-hmm. Comment, comment on va dire, puisque tu parles aussi de landing page et tout ce qui est marketing, tout ça, ce qui est très, enfin, c'est froid, tu vois, c'est distant le fait d'utiliser des systèmes d'automatisation comme ça. Donc pourquoi ça te sert en fait? Pourquoi est-ce que tu l'utilises? Alors, Euh, déjà, oui c'est froid, mais les landing pages que j'utilise viennent toujours répondre à leur point de douleur. Je fais pas de marketing de Yann, regardez-moi comment je suis bien de profil ou de face, ou regardez comme il est cool mon costard. Rien à voir. Moi, c'est toujours t'as besoin de telle information, je te fournis cette information-là, simplement remplis ton nom, ton prénom, ton téléphone, ton mail, et tu vas recevoir cette information. Et le truc, le truc, il est là, hein. C'est une offre publicitaire très précise, une promesse, tu vois, que si en échange de cette promesse, on te demande tes coordonnées, et puis délivrer de l'information dans l'immédiateté. C'est tout de suite. Il n'y a pas de délai. Et puis promesse, livre le truc. Donc ce qui est livré, ça répond exactement à ce qui était demandé. On n'en rajoute pas 50 000 pages d'autopromotion ou quoi aux caisses. La promotion, enfin l'autopromotion, et la promotion, la mise en avant, je dirais, de la valeur ajoutée complémentaire, je dirais, vient dans les 8 par 8, les 8 séquences de contact à l'intérieur d'un intervalle de 8 semaines, et la trentaine de points de contact qui vient sur l'année suivante. Ok. Pourquoi tu en as besoin du coup de faire ça, de faire ces différentes publicités à la base? Est-ce que c'est une manière pour toi d'automatiser, de systémiser un petit peu une partie du business pour pouvoir te concentrer sur toi, justement, le suivi, ce contact-là? Ou Je te dirais, ces 2 dernières années, j'en ai fait moins, mais j'en ai quand même fait. Et que là, cette année, il faut que j'y retourne, parce que je peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Aujourd'hui, c'est 88% de ma source de transaction qui vient de ma sphère d'influence, repeat business referral. 88%, c'est s'il se passe n'importe quoi de, je sais pas, une météorite qui tombe sur ma sphère d'influence, il y a plus ça. Et puis on dit toujours les 20-80, et puis là 88% de ma business viennent simplement de 20% de ma base. Ok, c'est cool, mais ce qu'il y a, c'est que je peux aller chercher aussi 20% d'équilibré.
d'aller travailler aussi le 80%, qui va ramener aussi un 20%. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, ces personnes-là, comme j'alimente un suivi constant, deviennent eux-mêmes, ils rentrent dans le 20% d'aujourd'hui qui me rapporte 80. Et on sait que en alimentant ces points de contact avec un certain nombre de personnes, il faut 1920 personnes dans une base de données avec qui tu as initié des contacts, donc avec qui tu as vraiment parlé, que tu es vraiment en lien, pour faire 2,5 millions de chiffre d'affaires, donc pour avoir net avant impôt dans la poche de la compagnie 1 million. Donc l'objectif, c'est d'arriver si on veut faire 2,5 millions de chiffre d'affaires, il faut 1920 personnes. Et puis que si on veut faire 5 millions, il faut gagner. C'est juste mathématique. Donc là, c'est du volume que tu recherches du coup? Non, c'est des axes de différenciation, que ça vienne de différents axes, de pas avoir tous les œufs dans le même panier. Aujourd'hui, alors sur les 3 dernières années, ça venait uniquement, je dirais, de sphères d'influence clients qui vont faire leurs amis. Et là, sur la dernière année, il y a de plus en plus aussi des liens que j'ai créés avec mes collègues français qui m'envoient eux-mêmes des clients. Mais on est toujours dans l'axe du referral. Donc, il y a ceux qui viennent parce que c'est des gens que je connais personnellement, on a été clients, on travaille ensemble. Il y a un deuxième axe qui est venu se greffer pour travailler avec d'autres collègues pour s'envoyer de la business réciproquement. Ils m'en envoient, je leur en envoie. Et ça marche vraiment bien. Et puis, et ça, c'est un axe que je développe beaucoup. Par exemple, de venir à Family Reunion en France pour animer des conférences. Ouais, c'est cool, j'aime la lumière, j'aime parler en public. Mais les investissements d'aller-retour sont tellement élevés parce que je prends tout en charge. Derrière, il y a aussi une logique de développement d'entreprise. Et puis ça marche, de créer des liens pour que je connecte avec les meilleurs dans ce réseau. Et puis tiens, qui tu connais qui voudrait acheter à Montréal, tiens, au fait, j'ai un tel qui voudrait acheter dans ta ville. Et puis on partage. D'accord, donc ça fonctionne bien. J'en parlais avec justement des agents français ce matin qui me disaient, ouais, mais comment tu fonctionnes pour parler avec d'autres agents et tout ça. Normalement, un agent immobilier, c'est quand même très compétitif. Il y en a plein qui ont peur justement d'essayer de partager, collaborer avec d'autres agents immobiliers. Au final, toi, tu as vu que ça fonctionnait relativement bien. Ah, pour moi, je vais vraiment, j'irai à l'inverse de ce ressenti, de la peur de partager. C'est au contraire. C'est dès que je peux proposer une formation dans mon market center, mon agence, je le fais. Dès que je peux aller en proposer aussi dans d'autres market centers, j'y vais. Ou là, j'ai l'opportunité de parler devant 300 personnes sur un keynote, j'y vais. Parce que des agents à travers le monde, il y en a, mais énormément. Donc si je me mets sur scène déjà et puis que je viens transmettre un savoir, partager ce que un autre m'a appris, forcément on me regarde plus de la même manière. Tu vois, ça nous permet de nous élever. Et puis c'est une tribune fabuleuse. Plutôt que d'aller voir individuellement 300 personnes, je parle à 300 personnes en leur disant à Montréal, avant que ça soit mes clients, ce sont vos clients. Je vous dis ça juste comme ça. Il y a 60 000 demandes de visa par an. Il y en a 6 000 qui sont attribuées. J'ai des clients qui ont des maisons à revendre en France. Ils veulent acheter ici. Connectons-nous. Et donc finalement, en une conversation, je viens d'impacter possiblement 300 personnes. Et que avant de leur demander quoi que ce soit, je leur ai déjà donné une conférence avec j'espère, en tout cas, les retours que j'ai, c'est que oui, j'ai transmis de la valeur. Mais chaque note, moi, ça m'a demandé 30 heures de préparation. J'en ai donné 2, par exemple, pour Family Reunion ce week-end. C'est 60 heures de préparation, $5 000 pour les hôtels, la bouffe, l'avion, etc. Et ce que j'ai essayé de tenter de leur expliquer aussi, c'est le manque à gagner. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe, mais l'équipe ne roule pas à 100% quand je suis pas là. Donc moi quand je suis pas là, c'est un manque à gagner de 10 000 par semaine. Donc c'est pas 5 000, c'est 15 000 plus tout le temps que j'ai préparé avant. C'est un investissement qui est important et puis que retour sur investissement.
Il faut. Ok, c'est excellent parce qu'au final, tu fais ce que personne ne fait dans l'industrie de l'immobilier. Tu fais énormément toutes les techniques que tu utilises et même ta manière de travailler, que ce soit avec les clients ou que ce soit avec les autres conseillers immobiliers aussi. C'est Mhm. très disruptif par rapport au modèle traditionnel français. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vont se dire mais comment ils travaillent comme ça. Moi j'aimerais bien avoir justement ta vision par rapport à cette industrie parce qu'on voit que ça change, ça commence à bouger surtout sur le marché français. Même si là tu es à Montréal, tu reviens quand même de manière régulière et enfin, tu Ouais. vois où l'industrie est en train de se diriger sur le marché français. Est-ce que tu veux partager un Et petit que je peu sois et que je sois là ou pas, parce que je fais en sorte aussi de maintenir des relations dans la durée avec les personnes avec qui j'ai connecté pour aller entre deux rencontres. Pour moi, il se passe plusieurs mois parce que je suis pas je suis peut-être une fois par an en France uniquement pour le travail. Mais entre temps, les gens ont pas beaucoup de mémoire, donc il faut leur rappeler régulièrement à mon bon souvenir et puis toujours continuer de leur apporter de la valeur. Donc finalement, pour intéresser les gens, faut leur parler d'eux et puis pas de toi. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour eux et puis le faire plutôt que de toujours demander. Puis ouais, c'est ça. C'est en fait pour gagner, c'est plutôt que demander, bah offre. Et puis c'est cette sorte de loi de la réciprocité ou loi de l'attraction, ce qu'on appellera comme on voudra, mais que plus tu donnes, plus ça revient. Et, euh, et moi j'y crois vraiment énormément. Je le vois, c'est simplement. Je le vis au quotidien. D'accord. Quels sont du coup, là, si tu peux conseiller un petit peu des conseillers immobiliers qui sont en France et que tu leur donnes une vision, parce que souvent on voit à court terme, on n'arrive pas à voir où l'industrie est en train de se diriger, qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois là pour la France, je vois la même chose, enfin, que je vois pour la France maintenant, que je constatais il y a déjà il y a 7-8 ans, 7-8 ans pour le Québec, et puis même le reste, enfin Amérique du Nord, c'est qu'on allait s'orienter d'un modèle je suis agent, tout seul, ou dans une agence, ou dans un réseau de mandataires, enfin peu importe. C'est que tu fais ta prospection, tu rentres tes mandats, tu prends tes clients, etc. Mais tu es tout seul pour gérer le truc. À des organisations, une vraie organisation, des structures, des équipes finalement, avec chaque personne a une réelle position. Un travail de spécialiste au lieu d'un travail de généraliste aujourd'hui. Ok. J'y crois foncièrement. Quand tu dis spécialiste, c'est spécialiste Déjà de parce que quoi? oui, je t'écoute. Quand tu dis spécialiste, c'est le spécialiste de quoi? D'un secteur, spécialiste d'une Alors position? spécialiste, par exemple, il y en a un qui s'occupe que des acheteurs, il y en a un qui s'occupe que des vendeurs, il y en a un qui s'occupe que de l'admin, il y en a un qui s'occupe que du marketing, Un travail d'équipe? de monter, de structurer ça comme des grands groupes. Hein. Si tu prends n'importe quelle entreprise du CAC 40, le PDG il fait pas tout. Il a monté des départements. Dans chaque département, il y en a un qui a le lead, qui a la responsabilité de faire fonctionner ce service. Et puis il y a des gens qui sont pour faire le boulot. Ouais, c'est d'une vraie structure comme celle-là, mais au travers des gens. Je m'explique. Et j'ai été dans les différents modèles économiques. Hein. J'ai été dans les agences dites traditionnelles qu'on connaissait il y a 20 ans et puis qui utilisent toujours, et les modèles mandataires et puis les modèles aujourd'hui où on a mis au milieu des deux, chez KW où je suis. C'est que le modèle tel qu'on l'a connu de façon historique, c'était un patron qui achète par exemple une franchise et vient développer les choses au travers de personnes qu'il va subordonner. Et qu'aujourd'hui, avec le télétravail ou l'envie de se développer personnellement, l'envie d'entreprendre, il y a des petits entrepreneurs comme moi, comme toi, comme d'autres. Il y en a, c'est des graphistes, il y en a, c'est des agents, il y en a, c'est des gens dans le marketing, vont vouloir s'élever. Et que dans le modèle, en prenant référence par exemple au modèle KW, c'est un individu qui a l'opportunité de se lancer finalement avec peu de moyens, hein, en autant que tu t'apprennes le modèle, tu suis le modèle, tu peux te démarrer avec pas trop d'argent, et que au fur et à mesure tu vas grandir
au travers des autres. Donc en fait, il va falloir que tu fasses grandir les autres. Ça c'est la condition sine qua non. C'est que si tu veux grandir, il faut que tu fasses grandir les autres et pas les asservir. Tu les fais évoluer en compétences et puis dans leur mindset et puis dans leur vision de carrière. Et puis au fur et à mesure, tous ensemble, on va bâtir un empire qui va faire, enfin, quelle que soit la taille de l'empire, et que cet ensemble va faire que tout le monde va très très bien gagner sa vie, mais que tout le monde va avoir une vie. Parce que quand tu dois tout faire tout seul, bah, t'as pas de vie. Parce que je mets au défi n'importe quelle personne, j'en connais moi qui font 500 000 ou 1 million tout seul, bah moi ça me fait pas rêver, ils sont tout seuls, ils font tout. L'admin, les photos, la saisie des propriétés, tout. J'en parlais, je donnerai pas de nom, mais j'en parlais hier par Messenger avec une personne qui fait 1,5 million, c'est environ 1,5 million tout seul. Et puis il était 20h chez moi. Et puis il me fait bon bah en tout cas maintenant je vais y aller, je vais me coucher parce qu'il est 2h30, il est 2h du matin chez lui. Et il me fait bon bah maintenant retourne travailler. Ah, je lui fais non non, il est 8h là, moi je vais me mettre Netflix, mais la business s'arrête pas de rouler parce que il y a d'autres personnes avec qui je travaille qui font ce qu'ils ont à faire. Donc j'ai une vie. En fait, de travailler ensemble. Oui, on partage. En bout de ligne, si je fais 500 000, j'ai pas 500 000 pour moi. Il en faut pour la personne qui fait le marketing, il en faut pour celui qui s'occupait des acheteurs. Il faut que tout le monde soit rétribué à la hauteur de ses investissements. C'est là qu'on en revient à ta notion d'être un chef d'entreprise au final. T'es pas juste un agent solo, parce qu'on a beaucoup d'agents qui pensent, bah non, je peux travailler tout seul, je me débrouille tout seul. Mais au final, quand tu vois plus grand et que tu as cette vision-là, c'est ok déjà, comment est-ce que moi je peux reculer du business, vraiment diriger une entreprise, et on voit que tu vas plus grand, parce qu'au final, c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi après. Parce que là, certes, je peux souvenir à mes besoins maintenant, mais qu'est-ce que je vais laisser après derrière? Effectivement, il y a ce qu'on va laisser derrière, mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'on va laisser derrière, finalement, on sera pas là pour le voir parce qu'on sera mort. Mais c'est de vivre les choses maintenant. Moi, j'ai rien de plus précieux que le temps. Du temps pour moi, du temps pour mon épouse, du temps pour mes enfants, du temps pour faire des trucs qui me font triper. Et que si j'ai des personnes avec moi, par exemple, je peux pas passer une semaine à Lyon pour venir animer des keynotes à une famille iranienne. C'est pas possible. Okay. Parce que si je suis tout seul, je suis tout seul, tout s'arrête. Mais là, tout ne s'est pas arrêté. Et ça, c'est cool. Excellent. Au final, ça va avoir vraiment une structure qui tourne. Et c'est pas travailler plus, mais travailler au final mieux. Puis on l'améliore. Bah, plus structuré, plus standardisé. Il faut mettre des standards. Mes standards en tant qu'individu avec mes clients toute ma vie ont été assez élevés, et c'est d'arriver à reproduire ce niveau de standard, notamment au niveau de l'expérience client, au travers des autres. Et c'est un vrai défi, hein. C'est un vrai défi de transmettre la vision, que les systèmes soient en place pour que les gens sachent exactement ce qu'il y a à faire, et puis qu'ils y mettent du cœur, parce que c'est pas juste de faire une chose, il faut aussi y mettre du cœur, il faut faire vivre des choses aux gens, ressentir des émotions. Donc ouais, transmettre ça, mais transmettre la vision de l'entreprise, d'une entreprise, je crois que c'est le plus dur. Ça et puis trouver les réels talents à la bonne place. C'est beaucoup de sélection, d'entretien, et puis pas beaucoup de recrues, parce que le prix d'un bon recrutement, c'est juste fabuleux, mais le prix d'un mauvais recrutement, ça coûte une blinde, et puis ça vient casser les pieds au reste de l'équipe, que si on vient engager la mauvaise personne, c'est pas juste ce qu'il a à faire qui est pas bien fait, mais ça vient nuire à l'objectif. Et donc on suit le modèle. On nous apprend aussi à comment sélectionner les gens et puis comment les faire travailler. Et puis jusqu'ici ça va. Moi j'y vais tranquillement. Je prends mon temps. Je préfère travailler avec des gens qui font leur boulot, mais que j'aime travailler avec eux au quotidien. Et que même si la croissance va pas forcément aussi vite que dans ma tête, moi j'ai envie d'avoir du plaisir dans mes journées de travail. Donne-nous un exemple de ta journée type de Yann. Journée type, 8h20, alors déjà je me lève, 3 expressos,
Trois expressos, 8h20, les enfants ils sont déposés à l'école, 8h20, 8h30, le temps d'aller au sport. J'ai parlé avec un de mes collaborateurs principaux. Une demi-heure, 45 minutes de sport. Je retourne chez moi, je prends une douche. Des conversations pendant 1h30, 2 heures à peu près. Sur lead gen ou follow-up, peu importe. Après je mange, après je fais un tour au market center parce que je trouve ça cool et puis j'y vais pas le matin, dès le matin. Parce qu'en fait je suis trop bavard et puis trop communicant, donc en fait j'aurais du bon temps mais j'aurais pas fait ce que j'ai à faire, donc tout ce qui est difficile je fais dès le début. Pour moi plus dur que le lead gen, c'est d'aller pousser de la fonte ou d'aller courir, donc je le fais tout de suite. Et puis plus la journée avance, hein, donc plus je vais vers l'agréable. Donc j'ai mes rendez-vous avec mes clients 2-3 fois par semaine, je vais chercher mes enfants à l'école. Et puis après, je joue avec eux pendant 1 heure, puis je retourne travailler. Une fois que j'ai terminé ma journée, je retrouve ma petite famille. Je mets le téléphone sur le meuble dans l'entrée et puis il est éteint. Et puis je le rallume que le lendemain matin. Donc là, on va faire une certaine. Et je travaille pas le samedi et je travaille pas le vendredi. Des vraies journées off. Et moi, mon défi de cette année, c'est de prendre une semaine de vacances toutes les 6 semaines. Pour recharger les batteries à intervalles plus réguliers, et éviter de sauter en l'air quand vient Noël et que je suis complètement épuisé. Donc de faire un peu plus attention à la machine, au travers du sport, au travers de l'alimentation, au travers de que je fume pas, que je fume plus. Ouais, de faire attention. On a qu'une notre moyen de transport pour toute la vie, c'est notre corps, et puis notre cerveau, enfin il fait partie du corps. Faut en prendre soin. C'est pas interchangeable, on peut pas aller au supermarché, tiens, je voudrais un autre physique, s'il vous plaît. Mais le physique, au final, pour le maintenir, ça commence avec le mindset. Donc là, on voit que tu travailles. Avec l'envie, c'est avec l'envie, tu sais, c'est l'envie de se sentir bien, c'est l'envie de se sentir en forme, l'envie de se sentir heureux, l'envie d'être en shape, parce que je trouve comme c'est comme plus agréable d'être je dirais comme quand on était à nos 20 ans disons que moi si je fais rien à 44 ans, c'est sûr que je suis pas dans la condition physique que je suis aujourd'hui, je ressemble plus à dans 20 ans, mais je travaille à faire attention à ce que je bouffe. Ouais, je préfère rentrer dans des chemises slim que dans des parachutes. C'est c'est plus agréable. Carrément. Excellent. Tu prends un peu de temps pour faire travailler justement sur tout ce qui est la lecture, du mindset, parce qu'on parle beaucoup de ça aussi au final, Oui. surtout chez KW, le fait que le mindset c'est vital, le business ne fonctionne pas, on n'a pas de bon business quand on n'a pas un bon mindset, donc il y a une certaine manière de penser aussi, on voit que c'est très disruptif chez toi. Comment tu bosses là-dessus? C'était plusieurs lectures, je dirais. Les lectures qui m'ont impacté, il y avait comme Confiance illimitée avec Franck Nicolas, ça c'est il y a peut-être 7-8 ans. Le Mérier en 2016, suivi de près par The One Thing. Alors The One Thing, ça a été une révélation, parce que on a toujours mis en avant là, tu sais, le multitasking, les gens multitâches. En gros, il faut que tu fasses tout le temps et puis là, t'es un king. Focus. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, une de mes particularités, j'allais dire une de mes tâches, enfin une de mes tares, une de mes particularités en tout cas, c'est que je suis hyperactif. Trouble déficit d'attention, hyperactivité, je suis médicamenté. Donc moi dans ma tête déjà c'est un feu d'artifice, donc un feu d'artifice qui essaye d'être multitâche, au bout de ligne il n'y a rien qui est fait. C'est le 14 juillet dans ma cervelle, tant que j'ai pas pris mon Ritalin, c'est le 14 juillet. Et finalement c'est toujours se poser la question, c'est quelle est la chose que si je la fais, tout le reste c'est comme secondaire où je peux le déléguer. Dans mon boulot, ma tâche numéro 1, que si je fais ça, je peux m'abstenir de faire tout le reste, c'est le lead gen. C'est tant que je parle avec des gens d'immobilier et que j'alimente mon business en kérosène, parce que le lead gen n'est que le kérosène de notre modèle économique. Tu sais, je veux faire tant de chiffre d'affaires, tant de mandats, il me faut tant de ventes, etc. Pour alimenter, il faut le kérosène.
Le kérosène, si on est encore coincé sur le tarmac et qu'on met du kérosène, bah on décolle. Mais si on met pas de kérosène, ça décolle pas. D'accord. Donc, mais quand on est en l'air, déjà, imagine on est dans un avion à 10 000 pieds. Et ben si on comment dire, si on arrête de mettre, s'il n'y a plus de kérosène, bah c'est c'est juste ça. Comment? Alimenter constamment. Ouais, il faut alimenter. Bah, c'est simplement du kérosène. C'est comme n'importe quoi. Tu mets une voiture, un avion. Si t'as de l'essence, t'avances. Si t'as plus d'essence, t'avances plus. Mais je préfère utiliser le terme de l'avion parce que généralement la chute elle est violente. À partir du moment où on arrête de prospecter, d'avoir ces conversations, l'incidence ne va pas avoir lieu tout de suite. C'est des cycles de 90 jours. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, on va en avoir les bénéfices 90 jours plus tard. Mais tout ce qu'on fait pas aujourd'hui aussi, on va se reprendre le tour de bâton dans 3 mois. Donc l'avion, au moment où on ne fait pas les choses, l'avion il est en col. Et qui arrive souvent, tu sais, quand on est vraiment super occupé, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de mandats, beaucoup d'acheteurs, on est dans l'euphorie, il y a toutes les promesses d'achat qui se signent, les compromis, le notaire, etc. Et puis qu'à un moment donné, on a passé tout chez le notaire, on est épuisé déjà, et que tiens, bizarre, il y a plus de rendez-vous. Bah non, parce que t'étais en train de travailler comme un fou. Ou alors célébrer. Ça, c'est aussi un autre truc. Hein, ce que j'appelle la politique des bras en l'air. Genre, t'as fait 3 ventes, hein, et puis t'as fait 15 000, puis t'es là, ouais, et tout. Et puis, mais ce qu'il y a, c'est que t'as les bras en l'air pendant 3 mois, en train de célébrer, tu fais plus rien. Déjà, tu dépenses toute la thune que t'as gagnée. Et puis 3 mois plus tard, t'as plus un rond, et puis t'as pas prospecté, t'as plus de rendez-vous, et puis t'es en dépression. Moralité de l'histoire, autant alimenter l'avion pour qu'il reste à l'altitude qu'on a décidé et que ça soit plus quand c'est régulier ça va, mais tu vois quand il faut redémarrer, tu sais c'est comme pousser une grosse roche de 12 000 tonnes le long d'une montagne. C'est comme la quantité de carburant qu'on crame au crash d'un avion, elle est phénoménale. Bah, là c'est pareil, et le carburant c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous, alors que si on arrive à rester en croisière, il y a les moteurs, il y a le carburant, mais il y a aussi l'effet aérodynamique, de portance, comme un planeur. Il y a des choses, ça va nous demander moins d'efforts. Donc ça demande moins d'efforts d'être régulier que de constamment, tout le temps recommencer. Parce que c'est plus tu veux vraiment être constant, c'est comme quand tu fais du sport, tu vas à la gym pendant un mois, tu as un super corps, des muscles partout, et puis t'arrêtes parce que t'es content. Après ça, on aimerait bien, hein, mais on y travaille. Bah, par exemple, pendant les vacances de Noël, je suis pas allé au sport. J'y suis retourné au début de l'année. J'avais l'impression d'avoir des bretelles. Tellement j'étais raqué de courbature. Ouais, puis après tout est plus facile. On s'entraîne plus facilement, on court plus longtemps, ou on court plus vite, ou on porte plus lourd. On porte plus lourd, et puis ouais, c'est plus simple. Et puis même la récupération, ça demande moins d'efforts, tout simplement. Ouais. Mettre en place des petites habitudes aussi, c'est là que ça devient important, ouais. Être discipliné à ce niveau-là. Tout à fait. Des petites habitudes, des petites choses simples. Comme d'arrêter de fumer, bah c'est sûr que si on s'arrête une semaine et qu'on reprend une cigarette, bah on va retomber, ou comme de parler à des gens, de dire tiens je vais me mettre à la prospection, et que on voit ça comme une résolution, la liste des résolutions. Je faisais une vidéo ce matin là-dessus. La liste des résolutions du jour de l'an, c'est une liste faite pour 12 mois qui s'arrête le 12 janvier. Et que la seule différence entre entre une résolution atteinte et pas, bah, c'est la mise en place d'une habitude. Et que si on peut travailler, s'améliorer à mettre en place une habitude, n'importe l'autre, par petits bouts. C'est comme si notre business c'est un éléphant, la prospection c'est un éléphant sur l'année, on mange une petite bouchée à la fois, c'est plus digeste, et au moins c'est fait. Donc ouais, la mise en place d'habitudes, de nouvelles habitudes en permanence. Et puis on peut pas en mettre 12 en même temps, donc on prend celle qui est la plus importante et puis on s'y attelle. Si, c'est être un peu pessimiste, c'est bizarre comme question, mais si tu meurs demain, Yann, quelle est la chose que tu as envie de dire, une phrase à tous ceux qui t'écoutent? À qui? À toi? Tous ceux qui t'écoutent. Ça va être beaucoup d'agents émo, hein, mais tous ceux qui t'écoutent. Passez du temps avec ceux que vous aimez. Ok. Ouais.
Il y a rien de plus important que tu dirais, passer du temps avec ceux que vous aimez. Et puis que si tu veux passer du temps avec ceux que t'aimes, il faut s'organiser pour en avoir. Et je l'avais dit dans le keynote quasiment à la fin. Moi, il y a 3 ans, c'est ma fille qui m'avait dit, de toute façon, moi, je vais aller voir maman pour lui demander parce que de toute façon, toi, t'es jamais là, tu t'occupes pas de nous. Ça faisait, ça pique, hein. Mais qu'à partir de là, y a pas qu'elle qui me le disait, hein, ma femme elle me le disait aussi. Hein. T'es pas là le soir ou t'es pas off ou même quand t'es là, t'es avec ton téléphone. Donc je fais en sorte d'améliorer ça quoi. Et de monter une entreprise avec d'autres personnes qui sont là, ça permet aussi d'arriver et pour moi et pour eux d'arriver à se dégager du temps pour vivre tout simplement. Ou comme ce matin j'avais un meeting rapide, donc c'est même pas un meeting, c'est expresso conversation à la cool, où j'ai expliqué à un de mes collègues, prends du temps, prends une journée de congé pour tes loisirs, quand est-ce que tu passes un peu de temps avec ta conjointe, parce qu'il travaille tout le temps, mais la vie c'est pas illimité, mais on s'arrête. C'est ça la surprise. Du coup, pour toi, concernant ta vision de l'entreprise, c'est quoi? Quand est-ce que tu veux t'arrêter? Tu t'arrêtes pas? En fait, ce que j'aime dans la vie, c'est et en fait c'est ce qui m'allume, c'est d'avoir le choix, d'avoir plus de choix. Alors le choix de travailler ou de pas travailler tel jour ou tel jour, je dirais à l'horizon de 10 ans, d'avoir le choix de continuer à travailler ou d'arrêter. Okay. Que si je veux m'arrêter par exemple à 55 ans, que je puisse arriver à financer le reste. Le choix, d'avoir plus de choix, par exemple, entre... Il y a un truc que je déteste, par exemple, c'est non, on peut pas partir en vacances parce qu'on n'a pas les sous. Moi, ça, on a pas mal progressé, effectivement. J'ai Émilie qui est à côté de moi, elle fait ça, on a quand même pas mal progressé. Je suis oui, effectivement. Et donc, en fait, c'est pas où, mais c'est plutôt quand. C'est quand on veut partir en vacances, très bien, on va y aller quand. Là, par exemple, on part dans une semaine. Et puis après, d'avoir plus de choix sur les destinations ou le confort. Comme je dis souvent en rigolant, hein, moi, franchement, je préfère bouffer de la langouste sur un catamaran dans les Caraïbes que d'aller passer mes vacances à la piscine municipale. Tu vois, dans la notion des choix, je préfère choisir la langouste et le catamaran que la piscine municipale. Et si je peux aller aussi souvent que possible dans des endroits qui m'allument, je préfère le faire. Voilà. Mais le choix, d'avoir les options, plus d'options. Parce que quand t'as pas le choix, tu subis. Et j'aime pas subir. Excellent. Après, t'as toujours le choix. Après, c'est à toi de mettre en place des actions pour pouvoir te donner ce luxe. Oui. Puis c'est un méchant luxe d'avoir le choix. Mais tout n'arrive pas en un jour parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie que ce choix est lié à un pouvoir d'achat. Donc, entre aller dans un Formule 1 ou d'aller dans un 5 étoiles, on a quand même un lit et un toit sur notre tête, mais la facture c'est pas la même. Ou le catamaran versus la piscine municipale. Dans les deux endroits, on va se baigner, mais c'est pas le même budget. Donc, il y a des choses à mettre en place pour arriver à financer ce qui est le plus parfait pour nous, ce qu'on a identifié. Avec cette baseline, et puis que je mets à chaque fois dans les keynotes, l'objectif de la vie, c'est de vraiment vivre avant de mourir, et puis l'objectif de nos business, c'est de financer cette vie parfaite. Cette phrase qui est pas de moi, mais qui m'allume. Donc, qui permet d'identifier qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, et puis qu'est-ce que tu fais pour aligner les choses. Parce que comme Gary Keller dit, c'est j'ai pas le texte exact, mais peu importe. Je fais, mais si t'as des rêves plein la tête et puis que tu fais rien pour y arriver, t'as une vie intense, mais juste dans ta tête. Tu vois. Ouais. À un moment donné, faut faire des choses. Et puis ce que je crois fondamentalement, c'est qu'on peut pas arriver à tout faire tout seul. Que le changement, c'est oui, on en est le moteur, mais il y a souvent un électrochoc externe. Enfin, mon électrochoc externe, il est juste à côté de moi, c'est ma femme. C'est elle qui m'a accompagné dans tout ce processus aussi pour
Ouais, mais des coups de poing dans l'estomac, parce qu'elle mâche pas ses mots. Hein. Autant les gens me connaissent comme quelqu'un de direct, mais attention, ils connaissent pas ma femme. Elle est pas là, elle est pas mielleuse. Hein ouais. Question de point de vue, toujours. Mais en tout cas, il y a ce qu'on a envie d'entendre et il y a ce qu'on a besoin d'entendre. Et puis, elle est très forte dans les deux domaines surtout pour me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Ouais. Et puis ça ça fait grandir. Comme c'était Obama qui avait dit, ou enfin, peut-être un autre. Mais il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. Et puis, je sais pas si je suis si grand que ça, mais en tout cas, elle est fabuleuse. Ah, excellent, excellent. Bah écoute, moi, je te remercie en tout cas parce que quand on parle de choix, tu vois, tu as pris le choix aussi et le temps de pouvoir discuter avec moi. Et je pense que si tu n'avais pas mis en place tout ce que tu as mis en place, tu n'aurais peut-être pas ce luxe de prendre 1h45. C'est cool. Ok, bon, bah écoute, bon après-midi Yann et à très bientôt. À toi aussi. Bisous à Émilie. Bonne soirée. Ça marche.